Ok YouTube, bienvenue pour un nouveau hors-cadre. Donc aujourd'hui, tout premier hors-cadre de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur un groupe de hackers qui s'appelle The Shadow Brokers. Donc je vais commencer tout de suite. Le 13 août 2016, The Shadow Brokers, inconnu jusqu'alors, met en libre téléchargement une série de programmes d'espionnage et de piratage informatique qu'il prétend avoir dérobé à l'Equation Group, une unité de hackers d'élite qui agirait depuis au moins les années 2000 pour le compte de la NSA. Donc c'est l'agence de renseignement américaine chargée de la surveillance et de l'espionnage sur Internet. Le collectif publie ses données sur Tumblr, GitHub et Pastebin, donc ces trois forums, et médiatise l'ensemble via son compte Twitter, Shadow Brokers, avec une série de tweets s'adressant à de grands journaux et chaînes de télévision américains. Dans le message accompagnant les cyberarmes, le groupe déclare qu'il s'agit seulement d'une partie des programmes qu'elle possède et que les meilleures armes informatiques sont mises aux enchères pour 1 million de bitcoins, soit 568 millions de dollars à l'époque. À l'époque, parce que après... Le 15 août, le compte GitHub de The Shadow Brokers est fermé. Le jour suivant, c'est le compte Tumblr qui sera supprimé. La même chose arrive peu de temps après au compte Pastebin. Le 16 août, la société de sécurité informatique russe Kaspersky Lab, qui a déjà travaillé sur l'Equation Group, annonce avoir comparé les fichiers fournis par The Shadow Brokers avec les programmes des hackers présumés de la NSA qu'elle possède, et en conclut qu'ils partagent des caractéristiques précises et rares, dont la falsification est hautement improbable. Le 19 août, le site The Intercept, spécialisé dans la publication d'enquêtes sur la surveillance globale par les États-Unis et les révélations d'Edward Snowden, confirme l'authenticité des fichiers et mentions des outils publiés par The Shadow Brokers figurant dans les documents que l'ancien employé de la NSA et lanceur d'alerte Edward Snowden avait dévoilés en 2013 et dont le site détient une copie. Le 1er octobre, le compte Twitter de The Shadow Brokers, qui n'avait pas donné signe d'activité depuis le 13 août, se remet à tweeter avec un lien menant un nouveau message publié sur les forums Reddit et la plateforme de blog Medium dans lequel le collectif répond à des questions, notamment sur le fonctionnement des enchères de cyberarmes. Cependant, aucune allusion n'est faite à Harold T. Martin, un employé d'un sous-traitant de la NSA, accusé d'avoir volé un nombre considérable de données, ni aux hypothèses qui en font la source de The Shadow Brokers. Le 15 octobre, toujours par le biais de Twitter, le groupe annonce un nouveau message, publié sur Pastebin, Reddit et Medium, dans lequel il informe que les enchères sont terminées, mais que si le montant de 10 000 bitcoins était atteint, soit 7 millions de dollars, il mettrait en libre téléchargement les cyberarmes. Le message est accompagné d'un dialogue parodique entre l'ancien président des États-Unis Bill Clinton et le secrétaire à la justice et procureur général américaine de l'administration Obama Loretta Lynch, nommé Bill Clinton. Nommé Bill Clinton and Loretta Lynch Arizona Airplane Conversation. La conversation fait référence à la rencontre imprévue selon les protagonistes de l'époux et de la candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, et de la ministre de la Justice le 27 juin à l'aéroport de Phoenix en Arizona. Le 31 octobre, The Shadow Brokers prévient sur Twitter la publication sur Medium et Reddit de nouvelles informations sur la NSA dans un message intitulé Trick or Treat, formule utilisée pour obtenir des friandises lors d'Halloween, signifiant des friandises ou un sort. Après avoir fait un discours portant sur les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis, le pouvoir d'achat, la guerre numérique et la lutte des classes, The Shadow Brokers a donné accès à une archive. La série de données publiées renferme plusieurs centaines de noms, de domaines et adresses IP localisés partout dans le monde qui auraient été piratés par la NSA. Le 14 décembre, The Shadow Brokers publie, sous l'alias Bocephus Clitus, un article sur Medium intitulé « Est-ce que The Shadow Brokers vend des exploits de la NSA sur Zeronet ?» Cet alias, qui possède un compte Twitter, Clitus Bocephus, donne un lien menant à un site de la plateforme en ligne décentralisée Zeronet et laisse entendre que les fuites de données sont liées à des querelles interagences entre la CIA et la NSA. Le site en question propose une liste de cyberarmes à vendre, avec la possibilité d'acheter le paquet entier pour 1000 bitcoins, soit 780 000 dollars. Le site offre aux visiteurs de télécharger des fichiers liés à chaque service en vente, ces derniers étant signés avec la clé PGP correspondant à l'empreinte des Shadow Brokers. Le 15 décembre, The Shadow Brokers répond à la demande d'interview que le site Motherboard lui avait envoyée depuis août par un court message. The Shadow Brokers n'ont pas été arrêtés, The Shadow Brokers ne sont pas des criminels irresponsables, The Shadow Brokers sont des opportunistes. The Shadow Brokers ont donné l'opportunité aux parties responsables de faire des choses correctement. Cela n'a pas été le cas. Ce ne sont pas des personnes responsables. The Shadow Brokers ont mérité une récompense pour avoir pris des risques. Nous demandons donc de l'argent. Le risque n'est pas gratuit.
notre attitude est l'offuscation, pas la tromperie. Le 12 janvier 2017, The Shadow Brokers annonce sur leur site ZeroNet l'arrêt de leur activité, expliquant qu'elle devient trop risquée et qu'elle n'est pas assez lucrative, tout en précisant que son offre reste valable. Selon les données de l'explorateur de bloc Bitcoin, Blockchain Info, le groupe de hackers n'a reçu qu'un peu plus de 10 bitcoins répartis dans 72 transactions. Cependant, avant de s'en aller, le groupe a mis en ligne une archive de 61 fichiers renfermant non pas les outils de hacking, mais des implants. Selon l'analyse du chercheur en cybersécurité Matt Swish, l'archive est ancienne et représente peu d'intérêt car déjà détectée par l'antivirus de Kaspersky Lab. Le 8 avril, les Shadow Brokers, se disant déçus de la politique du président des États-Unis récemment élu Donald Trump, notamment de la frappe américaine contre la Syrie et la suite du massacre de Camp Sheikhoun du 4 avril 2017, réapparaissant en publiant un billet de blog sur Medium dans lequel ils clarifient notamment leur position vis-à-vis de la Russie, disant ne pas avoir de sympathie particulière pour le président Vladimir Poutine, mais que le nationalisme du dirigeant russe leur apparaît comme un atout contre le socialisme et le mondialisme qu'ils considèrent comme leur ennemi. Leur tribune s'achève sur un accès et une archive contenant, entre autres, une liste de 900 serveurs appartenant à des entreprises et des universités que la NSA aurait piraté pour s'en servir de leur lorsqu'ils lancent des cyberattaques, ainsi que des documents indiquant que le service de messagerie Caramel a été détourné par l'agence américaine dès 2001. Le 14 avril, le groupe de pirates dévoile une nouvelle série d'outils dérobés à la NSA. La première partie de l'archive renferme des outils dédiés à l'espionnage du réseau interbancaire SWIFT. Cette révélation intervient quelques mois après le cyberbraquage de la Banque centrale du Bangladesh via le réseau SWIFT, réalisé par le groupe de hackers nord-coréen groupe Lazarus. D'après les chercheurs en cybersécurité de Symantec, la seconde partie de l'archive contient des exploits relatifs à Windows et Windows Server. Le même jour, Microsoft déclare avoir corrigé les failles utilisées par ces exploits, pour certains depuis plusieurs années et pour d'autres plus récemment, comme la faille Eternal Blue, patché un mois avant la révélation de l'archive. C'est super intéressant ce que tu nous as raconté, Raphaël, mais j'avais une petite question pour toi, parce que j'aimerais interagir avec ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire NSA, genre les lettres? NSA, ça veut dire National Security Agency, donc c'est l'agence de renseignement des États-Unis sur Internet. D'accord, super. Moi je pense que je vais prendre la deuxième partie. La deuxième partie sur l'identité de The Shadow Broker, parce qu'on a leur histoire, mais peut-être qu'on sait qui c'est, ou peut-être pas. L'origine, les motivations floues et le contexte particulier dans lequel The Shadow Brokers a fait ses révélations, piratage du Parti démocrate lors des élections présidentielles et publication de Wikileaks sur les services secrets, tendent à montrer que le groupe recèle un pouvoir de déstabilisation majeur, comme l'attestent des crises liées aux cyberattaques NotPetya et WannaCry. Le nom du collectif est une référence à un personnage de série de jeux vidéo, Mass Effect. Il s'agit, dans cet univers de science-fiction, d'un être extraterrestre à la tête d'une vaste organisation qui négocie des informations en vendant toujours au plus offrant. Début 2017, l'identité du hacker ou des membres du groupe de hackers est toujours inconnue, même si des hypothèses circulent. Ainsi, le lanceur d'alerte et ancien employé de la NSA, Edward Snowden, défend et explique dans une série de tweets l'hypothèse que la Russie serait derrière The Shadow Brokers. Témoignant anonymement auprès du site Motherboard, d'anciens agents de la NSA ont déclaré que selon eux, l'hypothèse la plus probable serait celle d'un seul gars, un employé en interne. Car ce serait bien plus simple pour un employé de voler ses données, à la manière Snowden en 2013, que pour une personne extérieure de les obtenir, principalement parce que certains fichiers contenus dans la première publication de The Shadow Brokers étaient accessibles uniquement depuis l'intérieur. Parce que stockés sur une machine physiquement isolée du réseau, mesure de sécurité dite de l'air gap, il réfute à 99,9% l'idée que la Russie serait derrière cette fuite de données. L'anglais approximatif à la grammaire souvent erronée qui caractérise les messages de The Shadow Brokers a suscité l'intérêt du directeur de programme de master en sciences de données à l'Illinois Institute of Technology, Shlomo Agamon, qui, d'après certaines analyses linguistiques, a conclu que l'auteur de ces messages, à supposer qu'il n'était qu'un seul, serait probablement anglophone, cherchant à se faire passer pour quelqu'un qui n'a pas l'anglais pour une langue maternelle, logiquement pour essayer de brouiller les pistes, en attirant l'attention des enquêteurs vers la Russie. Le 5 octobre, le ministère américain de la Justice annonce l'arrestation de Harold Thomas Martin III, soupçonné d'avoir volé des données classées top secret, alors qu'il travaillait pour un sous-traitant de la NSA, Booz Allen Hamilton.
Plusieurs experts émettent l'hypothèse d'un lien entre Harold Martin et The Shadow Brokers. Le 20 octobre, les producteurs chargés de l'affaire expliquent dans un document officiel que ce sont l'équivalent de 50 téraoctets de données et des milliers de pages de documents dont certains marqués secrets ou top secrets, qui ont été saisis au domicile de Harold T. Martin. Le 15 décembre, le groupe répond à la demande d'interview du site Motherboard par un court message démentant les accusations, faisant de Hal Martin la source des hackers. L'analyse des fichiers téléchargeables liés à chaque service en vente sur le site Zeronet de The Shadow Brokers par les chercheurs de cybersécurité de la société Flashpoint les a menés à la conclusion que ces derniers provenant très certainement d'un entrepôt de données interne à la NSA et que c'est probablement un employé ou un sous-traitant qui y a eu accès. De plus, il réfute l'hypothèse selon laquelle The Shadow Brokers aurait détourné un des serveurs de la NSA, argumentant qu'il ne serait pas logique que l'agence américaine laisse son arsenal sur un appareil vulnérable. Voici les analyses des outils publiés. Un exploit est une vulnérabilité qui permet à l'attaquant de compromettre un système informatique, d'extraire des données ou de déployer un implant outil. Pour sa part, un implant désigne un logiciel malveillant qui est installé sur un dispositif compromis. Enfin, un outil représente un logiciel qui peut déployer plusieurs implants ainsi que des exploits. Le 13 août, les outils publiés renferment des ensembles d'implants, d'exploits et d'outils de piratage, des pare-feux, notamment ceux des constructeurs Cisco Systems et Fortinet. Ces derniers ont rapidement mis à disposition des correctifs après avoir annoncé que les fichiers publiés contenaient des vulnérabilités zero day, c'est-à-dire des failles encore jamais découvertes. Au total, les premiers fichiers mis en ligne par The Shadow Brokers, et dont les plus récents datent de 2013, renferment 15 codes d'exploitation. Dans la publication du 31 octobre, le premier des 3 fichiers publiés ne comporte qu'un message portant sur la prétendue corruption des élections américaines de 2016. Le second, recordseed.tar.xz.gpg, est un fichier chiffré GNU, Private SigWard, ouvrable avec la clé Payus, fourni par The Shadow Brokers. Ce dernier se compose de 2 dossiers nommés PitchAmper et Intonation. Les sous-dossiers, analysés par 2 spécialistes en cybersécurité, Jennifer Arcuri et Matthew Hickey, sont chacun identifiés par un nom de domaine et une adresse IP. Pour un total de 352 adresses IP distinctes, 306 noms de domaine qui, selon The Shadow Brokers, auraient été piratés par l'Equation Group pour ensuite servir à lancer des cyberattaques vers les cibles réelles de la NSA. D'après les dates des fichiers, les serveurs ont été ciblés entre le 22 août 2000 et le 18 août 2000. Les attaques ont eu lieu dans 49 pays, dont les plus ciblés se trouvent en Asie-Pacifique. Dans les adresses ciblées figurent 9 domaines.gov et 32 domaines.edu. En France, plusieurs domaines figurant sur la liste appartiennent à l'opérateur Colt. 3 autres sont liés au réseau de l'Université de Genève, contacté par le journal en ligne suisse Watson. La société Switch, qui gère le réseau entre les autres écoles et les universités suisses, donc celle de Genève, a confirmé l'information. Elle précise avoir constaté que 3 serveurs de l'Université de Genève ont été touchés entre 2001 et 2003, mais que 2 ne sont plus actifs depuis 2009 et que le 3e n'est pas accessible depuis l'extérieur. La publication renferme également d'autres données, dont des configurations d'une boîte à outils qui a servi à pirater des serveurs exécutant des systèmes d'exploitation Unix. Plusieurs de ces serveurs compromis fonctionnaient sous Linux, FreeBSD et Solaris, un système d'exploitation populaire dans les années 2000. Mais quels sont les impacts de publication ? Pour la première fois, depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013, des exemples concrets de l'étendue de la surveillance globale opérée par la NSA sont dévoilés, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblent les systèmes complexes décrits dans les documents de Snowden lorsqu'ils sont déployés dans le monde réel. La mise en ligne publique de l'exploit Eternal Blue par The Shadow Brokers est à l'origine de 2 cyberattaques importantes, dont le plus grand piratage à rançon de l'histoire d'Internet, WannaCry et NotPetya. Donc voilà, c'était tout pour ce hors-cadre sur ce groupe de hackers. J'espère que ça vous aura plu, hein, on espère. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains podcasts ou autres concepts, n'hésitez pas à nous le dire. Actuellement, il y a 2 podcasts qui sont en préparation et un concept, un short qui va sortir. Bien drôle. On s'est fixé hors caméra un objectif de 2 vidéos par mois. Donc on va essayer 2 podcasts par mois, donc on va essayer de le respecter. Et après, on n'a pas forcément de nombre de shorts par mois. C'est quand on aura de l'inspi, hein, ça se fera à l'inspi. Mais voilà, là il y en a un qui arrive, il va être très drôle, enfin je vous spoil pas plus, mais voilà. Et également si vous n'avez pas d'idées à nous donner, parce que nous on en a pas forcément tout le temps, donc n'hésitez pas à nous en donner, mais si vous en avez pas, n'hésitez pas à prendre un point dans un podcast et à nous demander de le développer, ça peut donner des idées. Ça peut être cool. Comme moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai demandé qu'est-ce que c'était la NSA. Et quelqu'un peut dire dans les commentaires fais un truc sur la NSA, ce sera intéressant d'en comprendre un peu plus. Bref, des trucs comme ça. C'était Lucas et Raphaël. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast ou un nouveau concept de vidéo. On s'est fixé pour ce podcast-là
un objectif très très bas, mais bon, on débute, donc voilà, de 15 likes, ça serait vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour rester au courant de ce qu'on va faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine.